Bienvenue à vous tous pour ce nouveau numéro de 300 millions de critiques. Nous allons analyser, l'essentiel de la culture francophone de la semaine. Et figurez-vous que nous sommes dans cet endroit admirable pour la musique qui est la Philharmonie de Paris, au nord de Paris. On disait que ça ne marcherait jamais. C'est un triomphe absolu. Et nous sommes avec, évidemment, les chroniqueurs qui nous accompagnent pendant cette émission pour aborder les différents sujets. Laura Tenucci, bonjour ma chère Laura, la reine du web. Un sourire enchanteur. Yves Bigot, qui, vous le savez, est le président ou le directeur général, je ne sais même plus d'ailleurs. Seulement directeur général. Seulement directeur général. Ma flagornerie n'a pas de limite. Donc de TV5 Monde. Notre camarade suisse, surnommé, vous le savez, le Cervin, Michel Cerruti, grand amateur de jazz, donc de la radio-télévision suisse. Et alors, un petit nouveau, qui d'ailleurs est très grand, Sylvestre de Fontaine de la RTBF. Bonjour Sylvestre, bienvenue. Bonjour, merci. Je crois que vous animez chez nos amis belges une émission de musique. Oui, entre autres, mais je m'occupe aussi maintenant de tout ce qui est contenu culturel et musical pour les moins de 35 ans, puisqu'on est dans un système intégré où il n'y a plus de radio, plus de télé, plus de web, tout est mêlé. Voilà, les présentations étaient utiles. Nous sommes avec Catherine Pépin, que vous connaissez de Radio-Canada, ma chère Catherine. Bonjour. Merci d'être là. Et nous sommes avec Amobé Mévégué, mon cher Amobé. Voilà. Vous en êtes un autre. Et nous allons commencer par l'instantané de la semaine. Alors, c'est une curiosité que nous avons inventée la semaine dernière. Chacun choisit sa photo. Et moi, j'ai choisi les photos du mariage de Michel Houellebecq pour une raison, c'est que j'avais découvert dans un livre de Houellebecq il y a des années cette phrase formidable, que je cite approximativement. Essayez le bonheur puisqu'il n'existe pas. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Il s'est marié, donc, et voici les hashtags. Donc, hashtag mariage, hashtag Houellebecq, puisque c'est de lui dont il s'agit, hashtag chapeau melon, car il porte un chapeau melon avec une très légère plume sur le côté, et hashtag la Marie Rose, puisque c'était la couleur de la robe de sa promise. Voilà, les autres hashtags, Laura. Moi, c'est une photo d'une caricature d'Emmanuel Macron. Parce qu'il y a une exposition en Suisse chez notre ami Michel, où il y a 77 dessinateurs qui exposent une caricature du président. Donc mes hashtags, exposition, dessine-moi un Macron, 77 dessinateurs, presse, maison du dessin de Morges. 77 pour les Suisses, donc. Mon cher Et Yves. les Belges. Et les Belges. Mon cher Yves. Cliché. La- Vous avez un petit cliché sous la main? Alors j'ai un cliché triste et en noir et blanc, c'est la une de Libération avec le décès de Rachid Taha. Et donc les hashtags, c'est Rachid, Algérie, SIG, où il a été enterré, Rail et Salut mon copain. Salut mon copain, on pourrait presque parler de rock'n'roll, il était très copain. Justement avec beaucoup de musiciens comme par exemple Robert Plant de Led Zeppelin. Avec qui vous l'avez fait chanter Rock the Casbah dans Trafic sur France 2. Exactement, Michel. Une fresque géante cette semaine dans un parc genevois, dessinée, proposée par l'artiste Saipé, en honneur au travail des bénévoles qui viennent en aide aux migrants en Méditerranée, mais hashtag migrants Méditerranée, bénévoles, Saipé et street art. Sylvestre. Eh bien, moi, j'ai choisi... la voix qu'elle... Sylvestre. Moi, j'ai choisi l'Orchestre Symphonique de la Monnaie, qui est l'opéra de Bruxelles, qui, chaque année, en ouverture, sort de la fosse et on voit cet orchestre qui joue une ouverture. C'était Beethoven. Et c'était absolument fabuleux. Et c'est toujours bien de voir ces musiciens qu'on ne voit pas habituellement et qui sont souvent dans l'ombre. Mais hashtag Orchestre Symphonique de la Monnaie, Beethoven, Sœur Labec, c'est important parce qu'elles étaient là et c'était absolument fabuleux. Un double piano, l'une en noir et l'autre en blanc. Et puis, début de saison et tableau d'une exposition, parce que ça a été joué aussi dans son intégralité. Mademoiselle Wysocki. Pépin. Oui, alors c'est une affiche qui a accroché mon regard dans le métro à Montréal de la pièce 9, titre provisoire de Mani Soleiman-Lou, une pièce qui donne la parole aux baby boomers, à leurs obsessions, le rêve d'indépendance du Québec évanoui, la peur de vieillir. Alors mes mots-clics, puisqu'on dit mots-clics, Oui. mes mots-clics, théâtre d'aujourd'hui, baby boomers, peur de vieillir, Mani Soleiman-Lou et magnifique Mireille Métellus, une des actrices de cette pièce. Ah, mauvais. Le hasard de nos frêles existences m'ont fait converger vers Rachid Taha, je ne savais pas, parce que pour moi, c'était le plus grand rocker de France. Je n'ai pas dit le rocker français. J'ai eu la chance d'interviewer Bachung ici sur TV5, qui disait lui-même que c'était son jumeau. Et donc, hashtag, pour dire rapidement, Rachid Taha pour l'éternité. Rachid Taha, donc, premier hashtag. Le kiff du rock, carte de séjour.
et hashtag Rock El Casbah, meilleure version que Rock the Casbah de Mick Jones, adoubé par Led Zepp, par Robert Plant et par tous les autres. Et pour finir, Couscous Clan, qui est son dernier groupe, avec Rodolphe Burger, fondateur de Catonoma. Voilà, et ça ne se mange pas. Voici le sommaire de cette émission. C'est parti. Vanessa Schneider signe en cette rentrée un essai très remarqué, Tu t'appelais Maria Schneider, dans lequel elle raconte la vie de l'actrice Maria Schneider, qui était aussi sa cousine, et nous en parlons. Les arts de Madagascar s'exposent au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. L'équipe a fait la visite. La chanteuse suisse Sophie Hunger vient de sortir un nouvel album, c'est un des sujets du jour. Et aussi, invité, instantané et coup de cœur, 300 millions de critiques, c'est parti. Et voici le premier sujet de 300 millions de critiques. Nous allons parler de ce livre qui a été écrit par une jeune femme qui est grand reporter au journal français Le Monde, qui s'appelle Vanessa Schneider, qui signe en cette rentrée un essai ou un récit qui est assez remarqué, de souvenirs, qui s'appelle « Tu t'appelais Maria Schneider », dans lequel elle raconte la vie de l'actrice Maria Schneider, dernier tango à Paris, profession reporter, etc., qui était aussi sa cousine. Je vous laisse écouter quelques mots de présentation de l'auteur et après, nous parlerons de ce livre « Tu t'appelais Maria Schneider » que voici. C'est un livre qui parle de cinéma, qui parle d'une femme à la fois blessée et quand même d'une femme très forte qui a su surmonter énormément de choses, dont la drogue. C'est un livre qui parle des années 70, qui raconte une époque. Et c'est un livre évidemment familial, puisque ce n'est pas la vérité sur Maria Schneider, mais c'est ma vérité sur Maria Schneider, ou en tout cas, c'est un livre qui est composé de souvenirs, de récits que j'ai pu recueillir, de scènes imaginées aussi probablement, et qui raconte évidemment Maria, mais aussi ma famille, et qui, je pense, parle aussi évidemment beaucoup de moi. Voilà, à TV5 Monde, il y a deux versions du décolleté. La version suisse, c'est la version de directeur général. Je parle de ce poitrail magnifique, mon cher Michel, et ces poils qui sortent et qui jaillissent de votre poitrine. Bon, allez, arrêtons de déconner. Vous avez lu ce livre et il vous a appris quoi ? Il m'a appris passablement de choses sur Maria Schneider, qu'évidemment, tout le monde, je ne sais pas si je peux dire tout le monde connaît ou connaissait, mais en tout cas, moi, je connaissais pour avoir vu le film Le Dernier Tango de Bertolucci quand j'étais ado. C'est un film, évidemment, non, je n'étais pas aussi petit que ça quand même. C'est un film qui a été tourné square de l'Albonie à Paris, sur les métros aériens, dans le 16e arrondissement. Merci de ces précisions. Alors, j'aurais été incapable de le savoir. Par contre, effectivement, c'est un film, j'ai beau l'avoir vu il y a un certain nombre d'années maintenant, qui m'a marqué, oui, alors clairement, qui m'a marqué par la nudité, par la violence, par l'âpreté de ce film. Et donc, quand j'ai ouvert ce bouquin, j'avais l'impression, évidemment, déjà de connaître un peu de l'histoire de Maria Schneider, sans vraiment la connaître. Donc, en lisant ce livre, j'ai appris pas mal de choses que je ne connaissais pas sur elle, sur sa vie déglinguée, sur sa mère qui n'en était pas véritablement une, sur ses parents de substitution que sont devenus les parents de l'auteur, donc Vanessa Schneider. C'est un livre dans lequel on est rapidement happé. C'est vrai que c'est écrit... Par petits chapitres. Oui, et puis c'est des phrases courtes. On est plus, finalement, on sent la patte de la journaliste là derrière, mais ça se lit extrêmement bien, extrêmement vite. Et puis ce que j'ai trouvé surtout, alors, moi, le livre m'a parlé au-delà, on va dire, de simplement l'aspect informatif sur Maria Schneider, sur la vie. Tout d'abord, il y a une belle description des années 70, je trouve. On se replonge là-dedans, en son et en couleur. Et puis, comme, j'imagine, je le disais, tout le monde a vu ce film, il y a une réflexion aussi, finalement, sur, en tout cas, moi je l'ai eu, sur qui on est, comment on a perçu ce film, quelle valeur on a. Ça m'a renvoyé à pas mal de choses d'ordre assez personnel, des réflexions que je n'avais pas forcément eues jusqu'à présent, évidemment, parce que je ne m'étais pas penché là-dessus, mais ce livre m'a fait me pencher sur comment on appréhendait... une partie de notre vie, la sensibilité qu'on pouvait avoir face à une époque, et puis qui résonne, alors particulièrement maintenant, en période de MeToo, évidemment, parce que ce qui s'est passé avec Maria Schneider et bien ce viol symbolique qu'elle a subi sur le plateau du tournage du Dernier Tango par Marlon Brando, et voulu également par Bertolucci, voilà, on le lit aujourd'hui différemment quand on sait tout ce qui s'est passé dans sa vie, et forcément qu'on se pose des questions aussi par rapport au rapport qu'il peut y avoir dans le cinéma entre hommes et femmes, et plus généralement dans la société entre hommes et femmes. Ce viol, si l'on peut dire, il n'avait rien de symbolique, puisqu'en fait, tout le monde se souvient que dans Le Dernier Tango à Paris,
Brando et Bertolucci se sont mis d'accord pour mettre un petit peu de beurre, il n'y a pas d'autre mot, hein, il faut dire la vérité, puisque c'est quand même le cœur de ce livre, et donc de pouvoir, Brando, prendre Maria Schneider par derrière, ce qui a totalement déstabilisé sa vie et accéléré une déchéance, ou en tout cas des problèmes qui étaient déjà latents, notamment par sa consommation de drogue. Comment, au Québec, on a perçu ce livre et comment vous l'avez lu? Alors, déjà, il faut dire que c'est seulement plus de 40 ans après, en décembre 2016, je pense, que Bertolucci a avoué avoir conspiré avec Brando la veille du tournage de cette fameuse scène du Sans beurre, jamais ne rien dire à Maria. pour pouvoir, alors disait-il, capter la stupeur réelle, la terreur réelle sur le visage de Maria Schneider. Comme vous le dites, ça a accéléré cette descente aux enfers, drogue dure, c'est terrible. Et au départ, j'appréhendais un peu la lecture de ce livre, le malaise qu'on peut ressentir, le côté voyeur aussi, d'entrer dans ces détails scabreux. Et il y a énormément de culpabilité qui transpire dans ce livre-là, culpabilité de cette famille, la famille de l'auteur, de Vanessa Schneider. Est-ce qu'on n'aurait pas pu aider davantage Maria Ils ont beaucoup essayé, elle le raconte, ils ont beaucoup l'ont essayé. emmenée, mais elle Ça, on le découvre au fil de la lecture. On découvre tous les autres nœuds aussi dans cette famille un peu marginale. Alors, le père est énarque, mais le père mène une vie de révolutionnaire. Il y a un métier à tisser en plein milieu du salon. Ils vivent en banlieue. C'est amusant quand on connaît Vanessa Schneider aujourd'hui, qui est une fille extrêmement digne, straight, etc., et qui confesse le monde politique, de savoir qu'elle est née dans un contexte, qui est quand même totalement loufoque. Mais je vais vous poser la question. Au fond, la famille, à un moment dans le livre, se pose cette question. Est-ce que tout ça a explosé parce qu'elle était droguée, puis si on veut raccrocher ça au thème d'aujourd'hui, ou est-ce que tout ça a explosé parce que le cinéma est dominé par des hommes, référence à ce qui se passe aujourd'hui, et que les hommes se comportent comme des dégueulasses à l'égard des actrices? Et c'est sans doute un peu tout ça. Et si elle n'avait pas sombré, si elle avait eu plus d'outils, plus de force, sans doute qu'elle serait devenue aujourd'hui un porte-étendard de la cause féministe, parce que là, elle n'était pas du tout outillée pour le... Sylvestre, comment avez-vous lu? Ça va très bien. Moi, j'ai l'impression d'avoir lu un livre différent, en fait. Et j'aurais envie de dire, je n'ai pas envie qu'on se focalise uniquement sur cette histoire de beurre et sur cette histoire de Dernier Tango à Paris. J'avais cette appréhension-là en me disant... Elle a tourné une 50aine de films. Voilà. Et à longueur de page, on a tendance à le répéter. Même elle, dans les interviews, sa cousine le répète, qu'elle a tourné d'autres films, parfois même plus important que celui-là. Moi, j'avais une appréhension surtout sur le côté voyeur. Je me suis dit, c'est une déclaration d'amour posthume, quelqu'un qui a des remords, des regrets par rapport à sa cousine. Elle le dit, elle l'exprime dans le livre. Oui, sauf que elle arrive en creux à happer, et c'est ce que disait Michel, la personne qui le lit, c'est assez court, c'est assez fulgurant, je trouve qu'il y a de l'amour à chaque page, il y a vraiment ce côté-là, moi j'ai trouvé ça vraiment très très beau, et en fait toutes les appréhensions que j'avais se sont retournées. J'avais peur que ce soit un livre très parisianiste aussi. Et en fait, ça m'a expliqué des choses sur le Paris des années 70, 70. Ça m'a beaucoup intéressé à ce titre-là, justement, les Mao, enfin, toutes les choses qu'on connaît un peu, mais dans lesquelles on ne rentre jamais de manière très précise. Donc, effectivement, je pense que c'est un livre tiroir. C'est un destin éclairant. Complètement. Complètement. Et ça, le tout est dans tout dans ce livre. Ça fait à peu près 200 pages et je trouve que c'est vraiment d'une pertinence absolue. Amobé. Est-ce que vous avez la même lecture? D'abord, j'ai trouvé la narration très cinématographique, la dramaturgie est campée, le personnage, rappelons-le, est mineur, parce que dans les années 70, donc 70, en 72, quand on a 19 ans, on n'est pas encore majeur. Et si vous voulez, j'ai bien aimé le séquençage des scènes. Et en même temps, quand je parle de dramaturgie, c'est-à-dire qu'on aurait voulu écrire un scénario pareil, même le titre qui campe quelque part sa descente aux enfers, le dernier tango aurait pu s'appeler Joyeuse fête. Eh bien non. Et on oscille donc de l'ombre à la lumière avec un papa qui l'a pas reconnu, Daniel Gélin, avec une culpabilité subliminale peut-être de l'auteur aussi, qui se dit que voilà, j'ai 17 ans de moins que cette cousine que j'ai aimée, et le fait que je sois né, peut-être qu'on l'a évincé notre cocon familial, et que c'est peut-être pour ça qu'est advenu ce qu'il advint. Et donc cette descente aux enfers est aussi incroyable. Est-ce qu'on pourrait penser, imaginer que ce puisse être possible aujourd'hui? Le déni du cinéaste Bertolucci, qui un coup dit non mais attendez, elle était au parfum, il s'excuse mollement. Oui, puis encore, il faut savoir quand... Oui, elle l'a croisé plusieurs, enfin non, une fois.
Et elle a dit, je ne connais pas ce monsieur, alors que Bertolucci et Brando, qui sont partis fâchés à la fin du film et à la sortie, ont fini par se reparler des années après, etc., etc. Oui, puis Bertolucci, il faut quand même savoir, parce qu'effectivement, il a admis avoir comploté, et puis plus tard, il a dit, non, c'est pas vrai, Maria Schneider était au courant du scénario. Maria Schneider, on avait avisé Maria Schneider du scénario. Donc il s'est rétracté, on va dire, dans ses excuses, au final, parce qu'il ne grandit vraiment pas. Il y a quand même quelque chose qui est très présent dans le livre, c'est justement en filigrane les années 70. C'est-à-dire quand même, cette Maria Schneider, si le film a eu un succès aussi colossal, c'est qu'on a vu réapparaître un Brando qui avait un peu disparu et qui était extrêmement beau à 50 ans, extrêmement inquiétant, comme il a toujours été. Et Maria Schneider, les boucles, cette beauté libre, c'est en fait, j'allais dire, il n'y avait pas des filles comme ça plein les rues à Paris dans les années 70, parce que ce serait péjoratif, mais c'est tellement typique d'une génération, d'une époque, de la drogue sans réfléchir. Vous avez tout à fait raison, Guillaume. En fait, c'est pour ça que c'est bien que Vanessa Schneider ait écrit ce livre sur sa cousine, parce que Maria Schneider, elle est un peu... D'abord, c'est une icône française des années 70, mais surtout, elle incarne... Protégée par Bardot. Protégée par Bardot. Elle a été l'amante de Bob Dylan et de Patti Smith, qui d'ailleurs a écrit une chanson, Maria, à son propos, assez récemment encore. Mais surtout, elle incarne une génération de femmes au destin tragique, qui toutes ont le même profil. C'est-à-dire qu'elles flirtaient avec l'extrême gauche, elles étaient extrêmement belles, elles ont commencé, évidemment en raison de leur physique très très jeune, à travailler dans le domaine de la mode et du cinéma. Ensuite, elles sont passées à la musique, alors excepté Maria Schneider, qui n'a un lien avec la musique que parce qu'elle a été une muse, mais les autres donc, que je vais vous citer, Valérie Lagrange, Catherine Ribeiro, Elisabeth Wiener, toutes ces femmes ont le même destin tragique. Des beautés sublimes, stars très jeunes, et rejetant en fait le milieu qui en a fait des icônes pour suivre leur idéologie d'extrême gauche de l'époque. Ah, elle n'était pas du tout d'extrême gauche. Au contraire, dans le livre, elle raconte qu'elle était plutôt à droite. Ouais. En réaction, justement. Non, ça fait partie du parcours. D'extrême gauche au départ, d'un milieu d'extrême gauche, etc. Et puis après, comme c'est parfois le parcours, s'apercevant des conséquences qu'a la poursuite de cette idéologie sur sa vie et sur sa carrière a tendance à devenir réactionnaire. Et Guillaume, il faut rajouter une petite chose à propos du débat sur MeToo, mais c'est pour dire combien tout est symbolique dans la vie. C'est que Vanessa Schneider le dit très rapidement dans le livre, la pénétration n'a pas eu lieu dans le film. Elle était simulée. Mais, donc, c'est un viol au cinéma. Après, ça peut être un viol de ses droits, de son image, du rôle qui lui avait été vendu, etc. Mais je dirais, alors, c'est psychologiquement aussi grave et pourtant ça n'a pas eu lieu. Donc ça doit encore plus nous interroger justement sur les conséquences à la fois de nos actes, mais aussi des symboles qu'on met en avant. Moi, ce que j'ai trouvé aussi passionnant, c'est la réflexion quand même sur le cinéma. Alors, je ne dis pas que c'est un art bizarre, parce que ça va l'air complètement grotesque de mettre en cause l'histoire du cinéma. Mais c'est vrai que vous avez un acteur qui a un peu disparu, un metteur en scène qui, depuis un certain nombre de films, a un petit peu disparu. Et tout d'un coup, on organise quelque chose d'incroyablement, comment peut-on dire, moderne pour l'époque, à la limite du révoltant, pour sortir d'un anonymat qui vous attend au coin de la rue. Qu'est-ce qu'ils en pensent donc sur les réseaux sociaux, de ce film qu'on a tous été voir, enfin ceux qui étaient avec passion à l'époque. Il faut pas l'oublier. Il y a deux tendances. Déjà, il y a la réaction par rapport aux livres, qui sont plutôt des bons commentaires. Il y en a un qui résume bien ce que disaient Sylvestre et Michel. Il dit « Magistrale réussite, ce livre parvient à travers la vie d'une comédienne abusée à dresser le portrait du pays dans lequel nous vivons. » Ça, c'est voilà, les réflexions sur le livre. Mais après, forcément, on va rechercher ce qu'il y a sur le film. Et Catherine parlait de l'extrait vidéo.
en fait, c'est 2013. C'est en 2013, Bertolucci participe à une émission néerlandaise dont on peut trouver l'extrait sur YouTube. Et avec tous les prémices du mouvement MeToo, le L américain a ressorti cette vidéo. Jessica Chastain a même publié des tweets sur Maria Schneider en disant « Regardez comment cette actrice a été abusée ». Et dans la vidéo, il dit « Voilà, je me sens coupable, mais je ne regrette rien ». Donc c'est quand même c'est le réalisateur qui parle avant tout. Incroyable. C'est-à-dire qu'il dit « Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose ». Voilà, donc c'est cette vidéo-là qui a circulé et qu'on a retrouvée 3 ans plus tard, en 2016. Donc il y a effectivement beaucoup de réactions sur le dernier tango à Paris, ce qu'elle a vécu, et surtout la violence à l'époque où on l'a traitée de prostituée à la sortie du film. Aujourd'hui, si ça se reproduisait... Voilà, il y aurait certainement... il y a eu quand même des choses, par exemple, de moindre intensité, mais quand Abdelatif Kechiche a tourné un certain nombre de films, on s'est posé les mêmes questions, Brissot, n'en parlons pas, etc., etc. Deuxième sujet, nous changeons totalement de domaine. Les arts de Madagascar s'exposent au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Plus de 350 pièces font découvrir l'histoire donc si riche de cette terre d'échange, qui est la magnifique île de Madagascar. Et nous en parlerons juste après ce sujet de l'excellente chaîne qui est TV5 Monde. Le public parisien découvre l'art malgache, mais il n'est pas le seul. Eddie, le chanteur des Dizzy Brands, n'en revient pas. Le rocker malgache n'avait jamais vu autant d'œuvres rassemblées. Ça me fait pitié que ce sont les Français qui voient ça en premier que les Malgaches. Donc ça me fout un peu la rage, mais bon. Énervé mais prudent, Eddie, cette salle des amulettes lui est familière. Ces objets sont des œuvres d'art, mais pas seulement. Ça me fait peur tout ça. Parce que ça sont des trucs qui marchent. Hein. Et les Malgaches, moi particulièrement, j'y crois pas trop, mais ça me fait peur quand même. Cette dimension magique, spirituelle, elle se retrouve au fil des salles. Ici, ce sont des poteaux funéraires, des sculptures qu'il faut observer avec beaucoup d'attention, qu'elles soient anciennes ou plus contemporaines. C'est un art à Madagascar qui ne s'impose pas, qu'il faut savoir approcher, apprivoiser, contempler, scruter, regarder calmement. Ce n'est pas un art qui vient à vous avec force, c'est un art qu'on approche avec calme et sérénité. Au monde de l'au-delà répond celui du quotidien. La vannerie se décline sous toutes ses formes. Il y a aussi les textiles, un art délicat et fragile. Les plus anciennes pièces remontent à la fin du XVIIIe siècle. Il y a vraiment une grande diversité d'arts et de techniques artistiques qui se sont développées à Madagascar au cours de l'histoire. Donc en fait, cette exposition prouve qu'il y a vraiment un art de Madagascar, exactement comme on pourrait présenter une exposition sur l'art de l'Afrique centrale ou sur l'art de l'Inde, de la Chine ou de l'Indonésie. Il a fallu attendre plus de 70 ans pour redécouvrir cet art malgache à Paris. Mais est-ce que les Malgaches auront un jour cette chance? Il n'y a pas qu'Eddie qui se pose la question. Mon cher Sylvestre, qu'avez-vous pensé de cette exposition? Alors, question que je pose à tout le monde d'ailleurs. C'est une exposition en fait qui répondait en quelque sorte à une exposition qui avait lieu en 1946. Je suis allé voir, c'était la première fois. de 46? Pardon? Vous faites beaucoup plus jeune que votre âge. Oui. Non, je l'ai lu quelque part, ça sert à ça, Internet aussi, justement. Mais, et donc, une exposition qui était très ethnographique à l'époque et qui montrait un peu Madagascar avec les us, les coutumes. Aujourd'hui, on est plus sur l'art et on croise ça avec l'art contemporain de Madagascar. Et ça m'a parlé parce qu'on a ce débat-là aussi en Belgique pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a un musée qui s'appelle le musée de Tervuren, qui est le musée d'Afrique centrale. Et ce musée a fermé pendant 3 ans, 4 ans, je crois même. Et ce musée était à l'époque à la gloire de la mission civilisatrice quand il s'est ouvert en 1898. Et aujourd'hui, renversement de perspective, c'est un espace d'échange sur un pied d'égalité entre Européens et Africains. Et j'ai trouvé qu'il y avait et ce musée va rouvrir le 8 décembre. Et j'ai trouvé qu'il y avait une similitude effectivement entre ces deux expositions sur le même sujet, sur Madagascar, et la réouverture de ce musée en Belgique. Catherine. Dans cette exposition-là, on découvre 3 artistes contemporains. Un photographe qui s'appelle Pierrot Men. C'est absolument splendide ce qu'il fait. Beaucoup de photos en noir et blanc, notamment la photo d'un pêcheur qui ramasse son filet et sa position rappelle le semeur de millet. C'est vraiment époustouflant. Il y a un jeune artiste récupérateur aussi qui s'appelle Teman Drota qui, lui, va dans les marchés, dans les bidonvilles, ramasse des petits objets comme ça et
fabrique, crée des œuvres, des sculptures. Et puis, ma préférée, c'est Madame Zo, une vieille dame qui s'inspire des techniques traditionnelles de tissage, mais à partir de bandes magnétiques, par exemple. Alors, ça donne des tapisseries, des tapis, des tissus. Comme des tableaux abstraits. Très brillants. C'est absolument magnifique, Madame Zo. Et il y a des petites vidéos ou des reportages audio qui accompagnent les œuvres. Donc, on va vraiment à la rencontre de ces artistes-là. Amobé, vous avez aimé l'exposition? J'ai trouvé d'abord, je ne sais pas comment on dit ça, la déambulation originale, c'est-à-dire l'art pour les vivants, l'art pour l'occulte, la statuaire, la vannerie, etc. Rappelez quand même que Madagascar, c'est d'abord une parcelle incroyable dans la biodiversité, faune-flore, mais également dans les ascendances, les confluences, l'Asie, l'Afrique. C'est très grand. C'est La énorme. péninsule arabique, C'est énorme. l'Inde. C'est la énorme. taille, Guillaume, pour vous répondre, c'est la France plus la Belgique. Oui, c'est ça. C'est énorme. gigantesque, Madagascar. Et moi, qui ai eu la chance, je ne sais pas si c'est votre cas, d'avoir posé mes guêtres là-bas à Madagascar, j'ai participé à ce qu'on appelle les iragas. Les iragas sont cette espèce de forme d'expression d'art total où vous retrouvez à la fois la danse, la musique, le chant, les jongleries, les joutes. Aux Antilles, on appelle ça le ladja. Et donc, dans le prolongement de cette exposition, le 10 et le 11 novembre prochain, toujours au Quai Branly, eh bien, vous pouvez aller découvrir ce qu'on appelle les iragas. Laura, déjà, qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux de cette exposition? Mais pour l'instant, Est-ce qu'elle est présentée, d'ailleurs? Elle est présentée brièvement parce qu'elle débute. Ensuite, il n'y a pas d'appli. Quand je suis allée visiter l'exposition, je pensais avoir une petite application qui me guide. Il n'y en a pas. Il y en a pour le Quai Branly, rassurez-moi. Ah oui, il y en a pour le Quai Branly, mais il n'y a pas une partie dédiée. D'accord. Ils n'ont pas dédié une partie à l'exposition Madagascar. Donc après, je suis allée effectivement me renseigner davantage. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Hello Madagascar qui reprend les artistes qu'on peut voir dans l'exposition. Plein de photos magnifiques. Et moi, ce que j'ai adoré dans cette exposition, c'est toute la partie funéraire où on voit ces statues fabriquées. Les poteaux funéraires. Les poteaux funéraires où ils nous expliquent que finalement, ils vivent pour réussir leur mort. Et il y a tout un film, si vous avez l'occasion d'y aller, que je vous recommande de regarder, qui est diffusé dans l'exposition, où on voit comment se déroule un enterrement. Moi, j'ai envie d'être enterrée à Madagascar, tout de suite. Je me suis dit, ces gays, ils sont obligés de faire la fête. C'est pas un enterrement. Ça dure longtemps. C'est pas un enterrement, en plus. C'est ça une qu'il faut fête, comprendre. C'est-à-dire qu'une fois Ils les mettent dans des limbes. Oui, ensuite, ils les ressortent périodiquement du tombeau dans lequel ils ont été enterrés pour les fêter à nouveau de manière Ils portent régulière les et crédible. ossements Et ils en ressortent dansant. tout, et à ce moment-là, tout le monde est convié. Ça coûte extrêmement cher d'ailleurs à faire. C'est pour ça que ça se fait, mais ça se fait de manière irrégulière dans le temps. Et on refête et on reprend contact avec le mort pour qu'il continue. Vous voulez vous dire que ça vous a donné envie de clamser Moi, pas Ouais, mais ça nous a donné un certain espoir Moi, pas. pour la vie dans l'au-delà. Non, mais pour les Occidentaux, c'est pas appréhendable. Mais en Afrique, les morts ne sont pas morts, C'est ça. ils sont dans l'eau qui coule, dans le vent qui souffle. Arrêtez de Heureusement regarder que vous comme êtes ça. là. Mais ce qui est pas Mon cher Louis, ce qui est vrai d'ailleurs. Yves. 25 millions d'habitants à Madagascar et 25 millions de zébus à Madagascar. Non, mais c'est très important C'est de l'animal garder totem. ça en tête. Hein. C'est l'animal totem et c'est aussi autour de lui que se crée le lien. Alors évidemment avec le restant du monde animal, mais la séparation en Afrique n'est pas la même que celle que nous avons créée depuis Descartes, hein, ici, l'animal-machine, etc. Mais le lien, ce qui est le plus frappant dans la culture malgache en général, et qui est très bien représenté au Quai Branly, l'expo c'est jusqu'au 1er janvier, donc vous pouvez y aller si vous passez par Paris, c'est le lien avec les esprits, justement, et la manière dont, je pense, la vie fait partie de la mort, peut-être plus encore que la mort ne fait partie de la vie. Et donc ça, c'est très frappant, parce que c'est ce qui est au cœur de toute la particularité malgache, et Amobé, vous l'avez très bien rappelé, parce que Madagascar, ça fait à la fois partie de l'Afrique, et ça n'est déjà plus l'Afrique, parce que la population est aussi bien africaine que asiatique, que océanienne, et puis évidemment, il y a eu les colons. Hein, donc, Société de caste. Voilà, les Blancs qui sont arrivés. Donc c'est un endroit extrêmement particulier, absolument Et d'une grande unique au beauté. monde. Et d'une grande beauté, Madagascar. Et vraiment. absolument magnifique. Magnifique. C'est une île sublime qui est à la limite d'un petit continent, hein, d'une certaine façon, avec une faune et une flore, là aussi, extrêmement Au particulières. parfum de vanille.
Michel. De Madagascar, absolument. Et on termine. Oui, je pense que cette expo, s'il fallait la résumer très rapidement, et je crois que le commissaire serait d'accord avec moi, pour en avoir discuté avec lui, c'est vraiment une ode au métissage. Madagascar, c'est une ode au métissage, voilà, parce que c'est le zébu africain qui rencontre l'igname et le riz qui viennent d'Asie du Sud-Est, c'est l'islam et l'animisme, voire le protestantisme depuis que les colons européens y sont passés, et c'est tout ça qui est en place à Madagascar, avec plein de questions que cela pose, parce que finalement, c'est compliqué de résumer Madagascar à une identité qu'on connaîtrait ou qu'on pourrait rattacher à des continents, puisque voilà, on est vraiment dans le 1 puissant égale 3, là, en l'occurrence, où la somme des présents est plus importante que ce qu'ils constituent. Donc c'est ça pour moi qui ressort véritablement de cette exposition qu'il y a sur Madagascar, cette ode au métissage qui est mise en avant et que le commissaire lui-même dit c'est une sorte de porte d'entrée avec cette exposition parce qu'on ne répond pas à toutes les questions, de loin pas, au contraire, on pose certains jalons et ce qu'on aimerait voir c'est que les différents jalons et les différents départements ou chapitres qui sont proposés eh bien, suscitent l'intérêt d'autres chercheurs afin que ces derniers continuent d'aller de l'avant parce que c'est vrai que c'est un pays presque un petit continent, c'est un pays qui est à la fois connu et qui est très méconnu. Peu d'expos, on le disait, il y en avait une en Suisse en 74 et qui s'intitulait déjà Malgache, qui es-tu, qui avait eu lieu au musée d'ethnographie de Neuchâtel et ensuite qui était parti à Madagascar. Et on ne sait toujours pas aujourd'hui, enfin on le sait sans véritablement le savoir. Et est-ce que vous savez quelle est la spécialité culinaire de Madagascar? Non, la réponse est non. Le foie gras. C'est une blague? Le foie de canard. Le foie de canard? Oui. Le fameux canard? Le foie gras. Le foie gras de Madagascar. Importé par un Français. Alors c'est là où évidemment la situation du présentateur est très compliquée, car après cette réflexion d'Yves, nous allons parler des instruments qui fonctionnent avec des archets. Et je vais accueillir donc notre invité, l'invité de l'émission, qui est Jean-Philippe Échard. Mon cher Jean-Philippe, venez à notre rencontre. D'abord, je suis ravi de vous accueillir. Je vous salue. Bonjour, alors, vous travaillez ici. Vous êtes le conservateur d'un musée qui se trouve ici. Quel est ce musée? C'est le musée de la musique, qui est au sein de l'établissement de la Philharmonie. Et j'y suis un des 4 conservateurs. Et vous êtes le spécialiste des instruments qui fonctionnent avec des archets, c'est ça? Exactement. Des violons, des violoncelles alto, mais aussi des viols. Et aussi ceux qui ont des cordes frottées, comme les vielles à roue, qui sont également frottées. Et qui sont présents dans le musée. C'est-à-dire que quand on vient à la Philharmonie, en marge des concerts, on peut aller visiter le musée. Et visiter le musée, quoi qu'il en soit. C'est la collection nationale d'instruments de musique. Et 1 millier environ d'instruments sont présentés. Alors, vous venez nous parler d'un livre édité par la Philharmonie de Paris qui s'appelle Le violon, je note parce que c'est important, Le violon Sarasate Stradivarius des virtuoses. Alors, de quoi et de qui s'agit-il exactement? Alors, il s'agit d'un violon. Le sujet de l'histoire, le personnage central de l'histoire est un violon. C'est un violon de Stradivarius. Tout le monde connaît Stradivarius. Il s'appelle Sarasate parce que Pablo de Sarasate était un grand virtuose à la fin du 19e siècle, qui, à la toute fin de sa vie, a légué son Stradivarius au musée de la musique. Alors la question évidemment que beaucoup de gens se posent, qui sont des néophytes dans le domaine de la musique, pas ceux qui viennent souvent ici, c'est le Stradivarius qu'on voit avec Oistrakh, enfin tous ceux qui ont eu des grandes carrières de violonistes, de Oistrakh à Capuçon. Qu'est-ce qu'il a de plus du point de vue justement du son que les centaines et les milliers de violons qui ont été construits de la fin du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui? On ressent des choses avec la musique. C'est une sensation, une émotion, un plaisir esthétique. Et définir très précisément ce qu'il a de plus, c'est en fait une utopie, une illusion, mais c'est une très belle quête qui est dans le domaine beaucoup de l'émotion, du sensoriel. Ça vient du bois, du montage. Comment? Ça fait 2 siècles qu'on cherche. Mais les musiciens, les musiciens, eux, ils sont d'accord. C'est ça. Oui. Et le public aussi. Donc il y a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose de particulier, mais que le conservateur ne sache pas et ait du mal à définir la spécificité de ce qui fait que cet objet est un objet fantastique. Tout le monde, toutes les personnes qui entendent ou regardent un de ces violons anciens est fasciné. Mais que ce soit par le son, la musique qu'il produit, que par son apparence visuelle. Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à d'autres, des Guarneri ou des choses comme ça? Stradivarius, il est
connu comme étant, il est sur le piédestal, au sommet de l'Olympe. Mais les Guarneri, les Amati ont des très très bons violons. Vous voyez que je connais quelques violons. N'en doutez pas. Alors, que peut-on voir d'autre dans le musée de la musique? On peut voir une grande diversité d'instruments de musique, et pas seulement. C'est un musée non seulement des instruments de musique, mais qui présente également la musique sous la plupart de ses composantes. Et on voit des œuvres d'art, on voit des maquettes de salles de spectacle. Que voit-on d'autre? Oui, et il y a des concerts également dans le musée sur les instruments du musée. Et vous n'avez pas, par exemple, je vois Yves qui est en train de regarder son truc, vous n'avez pas, par exemple, la guitare double manche de Jimmy Page qui jouait avec un archet. Avec un archet. Tout à fait. Sur une Gibson à double manche. Gibson SG double manche également. Elle est là? Elle n'est hélas pas là. On attend Jimmy Page. S'il te plaît. Voilà, vous pouvez contacter Jimmy Page. Pour que la musique soit là. Merci mille fois d'être venu nous voir. Merci Guillaume. C'était un grand plaisir. Musique toujours. Pour une fois, nous sommes logiques. Sophie Hunger est suisse et les Suisses en sont fiers. À juste titre, je vous propose d'écouter un extrait de Molécule, son nouvel album, et nous en parlerons juste après. Michel, c'est chez vous que nous nous rendons avec Sophie Hunger, donc il faut dire quelques mots biographiques la concernant. Tout à fait. Sophie Hunger, née en 1983, donc fille d'un diplomate suisse et d'une universitaire et politicienne suisse également, qui a grandi entre Zurich, Berne, un peu à Bonn, un peu à Londres également, parce que son père était en poste de ce côté-là, et qui est célébrée en Suisse depuis une bonne douzaine d'années. Maintenant, je crois que son premier album de mémoire date de 2006, et elle a eu déjà du succès avec cet album à ce moment-là, quand elle a commencé à jouer, avec un style musical, justement, c'est ça qui est intéressant avec ce dernier album, qui était différent à ses débuts. Elle était plus dans du folk, un peu plus acoustique, un peu jazzy comme ça. Et puis sur cet album, il y a une sorte de rupture, parce qu'elle arrive avec un album qu'on qualifie de, j'en parlais, c'est un de mes coups de cœur dans une émission précédente, d'électro-folk minimaliste, parce que c'est un petit peu ça. Il y a toujours un petit peu de folk, il y a un peu de guitare acoustique, mais comme elle est passée par Berlin pour enregistrer ce disque désormais, il y a vraiment une variable électro qui est importante. Mais attention, je tiens à le signaler, ce n'est pas des loops, ce n'est pas des boucles qui sont enregistrées sur ordinateur. Quand on dit électro, les synthétiseurs des musiciens avec lesquels elle joue, parce qu'il y a des musiciens, ce sont des synthétiseurs avec des gens derrière qui jouent, pas des sons qui sont enregistrés sur ordinateur. C'est un album qu'elle a fait en anglais, essentiellement. C'était ce qu'elle voulait sa voix, elle voulait des rythmes, des beats qui étaient enregistrés. Elle voulait des synthés, elle voulait de l'anglais. Puis elle voulait un peu de guitare acoustique. Elle s'était donné un petit peu ses 5 points cardinaux pour un trop. Et l'album est une réussite. Alors, vous connaissez mes goûts, qui sont en général assez sévères. J'avoue que j'ai écouté ce disque plusieurs fois. C'est un disque qui me plaît beaucoup parce que musicalement, il y a une sobriété, une élégance, et une sorte de justesse dans ce qu'elle a fait. Et puis, je trouve que sa voix, il y a quelque chose avec sa voix en particulier, c'est souvent le cas, mais là, sur cet album encore plus, une sorte de fragilité, d'intimité dans sa voix, qui nous happe, qui nous touche. Je trouve que c'est un très bel exercice qu'a réussi Sophie Hunger avec cet album Molécule. Je ne sais pas s'il faut le classer. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est l'album qui me touche le plus de tous les albums qu'elle a fait, quand bien même elle a pu faire des choses qui étaient peut-être un petit peu plus jazzy ou un petit peu plus folk ou blues par le passé. Je trouve que cet album-ci, pour moi, est le plus réussi, en tout cas celui qui me touche le plus de tous ceux qu'elle a fait jusqu'à présent. C'est vraiment un bel objet qu'elle a fait là. Et on se dit qu'avec le fait qu'elle chante en anglais, parce qu'avant, elle avait l'habitude de chanter en français, en allemand, en italien, enfin tout ce que vous voulez, ça lui ouvrira peut-être d'autres frontières. Voilà. Yves, comment on peut la comparer? Enfin, c'est toujours difficile, mais est-ce qu'on peut la comparer justement à d'autres artistes qui...
Il fait une tronche quand Il a l'air peu inspiré par votre question. Allez, je veux dire, PJ Harvey, Cat Power, etc., etc. Est-ce qu'il y a un lien? Alors, moi, je ne trouve pas. Ben, vous avez raison. Je veux dire, on peut facilement, parce qu'on va comparer une femme avec une femme, mais une là, femme qui écrit avec une femme qui écrit. Non, mais je comprends la question, je n'y trouve pas de réponse intelligente. Guillaume, c'est ce que je voulais vous dire. Oui, peut-être, effectivement. Voilà. Michel, merci de me donner l'intelligence que je n'ai pas. Il y a un peu de Saint-Vincent aussi. Oui, quelque chose. En tous les cas, c'est intéressant que Michel soit fan de cet album parce que justement en Suisse, c'est extrêmement partagé. Ouais. Du fait que cet album sorte du folk trip-hop dans lequel elle évoluait jusque-là, et c'est une très bonne artiste et une très bonne chanteuse, le fait qu'elle aille comme ça vers l'électro a déclenché une polémique ou en tous les cas une fracture entre ses fans. Il y a ceux qui estiment qu'elle a, entre guillemets, trahi ou en tous les cas qui n'aiment pas cet album. Le vieux procès fait à Dylan. Qui n'a jamais fait d'électro quand même. Hein, je veux non, dire, il a pas d'électro, mais il est passé à l'électrique. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Et j'en profite pour vous dire que justement, je pense que tous ces artistes qui, parce qu'ils veulent être à la mode, donner l'impression qu'ils sont moins de 35 ans, cher Sylvestre, etc., et qui donc se mettent à l'électro, ils seront punis très durement par l'histoire, de la même façon que les prods pourris des années 80 avec des séquenceurs et des synthétiseurs en bois, c'est-à-dire que ça sera inécoutable dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans. Ça, c'est un problème de production, ça ne change rien à l'artiste, qui est une très bonne artiste, qui chante très bien, qui avait chanté sur un album d'Éric Truffat, je me souviens, qui avait justement chanté un très bon morceau de Dylan qui s'appelle Dirge, à cette occasion. De David Courgette, vous savez, le dessin animé. Pardon. Bien sûr, et elle a fait des duos aussi, c'est intéressant parce que ça montre le spectre de cette artiste. Elle a fait des duos, figurez-vous, alors qu'avec Steven Wilson, qui est un musicien prog anglais, peu connu en France, mais très respecté, et aussi avec Eric Cantona, qui est un footballeur très respecté en Angleterre aussi, mais plus connu que ne l'est Steven Wilson. Est-ce qu'il y a déjà sur les réseaux sociaux, Laura, des... Oui, c'est un écho. Non, c'est assez mitigé également sur les réseaux sociaux. Et lorsque on fait des recherches un peu plus approfondies sur Sophie Hunger, on tombe effectivement sur la bande originale de Ma vie de courgette, où elle fait une reprise de Le vent nous portera, qui est vraiment magnifique. Et que le morceau de Noir Désir. Hein. Oui, exactement, qu'elle a repris. Elle a fait également la bande-annonce du film Jalouse de Fonkinos. Mais tout le monde finalement la connaît, parce que c'est elle qui a fait le jingle d'un opérateur mobile. Et sa voix, vous l'avez forcément entendue où que vous soyez. Et c'est vrai que c'est surprenant. Je ne savais pas que c'était elle. C'est elle qui fait... on ne peut pas citer la marque, donc je ne le dis pas. Mais le morceau s'appelle Sudden Dreams. Sudden Dreams. Non, je chante trop bien. Peut-être que Michel peut m'aider aussi. Il a prêté son intelligence à Yves. Peut-être qu'il peut prêter sa voix. Je n'ai pas la voix de Sophie Hunger. Que scatter. Justement. On mettra l'extrait sur nos réseaux sociaux. Mais voilà, tout le monde, finalement, connaît Sophie Hunger. Est-ce que vous la connaissez en Belgique? Oui, bien sûr. Oui, je la connaissais, justement, avec Le vent nous portera, qui était sorti en 2010, il me semble. Et puis, j'avais creusé un peu sa discographie. J'avais trouvé ça assez sympa, ce folk avec des accents suisse-allemands, parce qu'il y avait toujours un morceau en suisse-allemand ou en allemand dedans. Mais Schweizerdeutsch, Michel. Schweizerdeutsch. Merci de le dire avec intelligence. Alors, c'est un plaisir. Mais au fil du temps, je trouvais qu'elle s'était un peu perdue, Sophie Hunger. Ça devenait un peu... Elle avait fait le tour, en fait. Et je trouve ça très intéressant, justement, qu'elle passe à l'électronique avec un discours qui est ultra cohérent, en expliquant qu'elle a utilisé les instruments comme si elle utilisait des instruments de musique folk. Et moi, j'aime bien quand on me pose ce genre de questions, parce que c'est toujours abstrait, la musique, me dire, c'est un album, pourquoi faire? À quel moment? Et le hasard de ma vie a fait que je l'ai écouté en voiture en traversant Bruxelles. Et le lendemain, pendant un brunch... Pour l'instant, c'est sans risque. Est-ce que les tunnels étaient ouverts? Mais c'était sûrement... Il y avait pas... Est-ce qu'il pleuvait ce jour-là? Oui, c'était beau. Et tout ça pour dire qu'il y a ces deux aspects dans ce disque. Il y a l'aspect « je roule la nuit dans une ville tout éclairée et humide parfois oui. ». Et puis il y a l'autre aspect des choses qui est plutôt le brunch du dimanche matin. Et les deux sont très très bien et subtilement enchevêtrés. C'est magnifique comme comparaison. Donc un côté Wim Wenders et après...
Nakache et Toledano, quoi. Le dimanche matin. Un film de Claude Sautet. Moi, je ne vois pas le brunch du dimanche matin. Tant pis pour Nakache et Toledano. C'est très mélancolique. Ça dépend quel brunch. Oui, il y a des brunchs mélancoliques, ça doit exister. J'en ai jamais vécu, c'est un concept qui appartient Catherine préfère le Power Breakfast. Écoutez après une rupture. Mais alors, ça donne presque envie de vivre une rupture amoureuse pour pouvoir pleurer sur cet album-là, absolument magnifique. Sophie Hunger m'a bluffée. Parce que moi, vous parliez de Bob Dylan. J'ai découvert Sophie Hunger avec Le vent nous portera, mais sur scène, elle incarnait Bob Dylan. Elle est venue présenter il y a quelques années à Montréal un spectacle dans lequel elle chantait des chansons de Dylan et elle s'effaçait complètement derrière le personnage de Dylan. Et c'est cette Sophie-là que j'aimais, la Sophie acoustique, la Sophie authentique. Ça, c'est ma Sophie Hunger. Voilà. Alors, quand sur papier, j'ai vu électro, krautrock, je me dis qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui lui prend? Et finalement, je me suis laissée complètement bluffée, transportée par cet album-là. C'est là que tout d'un coup, vous êtes passé ce miracle-là. dans un tunnel à Montréal. Elle a une capacité d'intégrer, de digérer tous ces sons-là. Elle est d'un talent époustouflant. Et l'originalité des thèmes abordés aussi dans ses textes. Par exemple, les enfants qui restent, les enfants qu'elle laisse derrière elle après la rupture amoureuse avec cette berceuse déchirante à la toute fin de l'album, Coucou. Essayez d'écouter ça sans pleurer. Mais nous Le seul morceau dont le refrain est en français. Oui, c'est vrai. Amobé a une caractéristique. Depuis son enfance, il refuse de passer sous un tunnel. Et le fier Amobé. Je suis toujours connecté, il est toujours le réseau, quoi qu'il advienne. Exactement. D'abord, j'ai trouvé Hunger, Sophie Amobé. No Ambition. D'abord, j'ai trouvé que c'était très osé comme pari. Et j'étais un peu circonspect. Je me suis dit, voilà encore un concept conceptuel. Quelqu'un qui fait un dogme un peu à la Lars von Trier, le Danois du côté de cinéma. Là, je vais prendre un ordinateur, une guitare, des synthés. Je vais chanter uniquement en anglais. Et à l'arrivée, une jeune femme qui s'immerge. Votre vision de Lars von Trier est un peu particulière. Écoutez, un peu, oui, non? Non. Le dogme, non? Comment? Elle est Bertolucci. Oui, le dogme. Le dogme. Faut y ajouter la pluie. Ah, C'est engouffré dans un dogme. Et donc, l'idée, c'était quoi? C'est que voilà une jeune femme qui sort des joutes folk, jazzistiques, pour aller vers l'électro, baignant dans les nuits et les clubs allemands, berlinois, avec une filiation, si on cherche bien, avec Kraftwerk. Et là, je me dis, bon, on va écouter. Et je pense qu'il faut donner la chance à des gens qui opèrent à une mue. Si Bob Marley n'avait pas rencontré Chris Blackwell, l'entendant lui dire, il faut que tu mettes un peu de rock pour qu'on touche un autre public, si Ray Charles ne s'était pas dit, il faut donner la chance à une autre interprétation de son talent, donc je lui donne des circonstances atténuantes. Je n'étais pas super emballé, mais je pense qu'il y a de belles promesses. Amobé, puisque je vous tiens au-dessus de ce tunnel, quel est votre coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, diantre, il va vers une chanteuse ivoirienne un peu psychédélique qui s'appelle Manu Gallo, qui revient. C'est une chanteuse qui revient avec un concept album. C'est une bassiste à la base. Et c'est quelqu'un qu'on a vu croiser les fers avec justement Bootsy Collins, bassiste de James Brown, Jimmy James Brown. Et ça promet. Ça sort prochainement et ça vaut le coup. Allez déguster à satiété. I feel good. Voilà, on sent les amateurs de bal. Expo consacrée à Alexander Calder à Montréal, au Musée des Beaux-Arts. Première grande rétrospective de l'artiste américain au Canada. Il était temps, ça s'appelle Un inventeur radical, 150 œuvres, et c'est jusqu'au 24 février prochain. Sylvestre. Black Klansman de Spike Lee, parce que j'étais content de le retrouver, avec tous ses défauts, en fait. C'est parfois trop long, il ne s'est pas terminé, il mélange tout, les sentiments sont très mêlés quand on le regarde, mais ça donne un film à la Spike Lee, presque comme un tableau de Basquiat, par exemple, où il y a plein comme ça d'éléments disparates. Et puis mention spéciale à John David Washington, qui est le fils de Denzel Washington, qui joue le rôle de ce policier infiltré dans le Ku Klux Klan. Michel.
Un film cette semaine qui vient de sortir en France et en Suisse, c'est Le vent tourne, un film de la réalisatrice suisse Bettina Oberli avec dans le rôle principal Mélanie Thierry, qui raconte le changement de vie d'une paysanne bio qui vit son idéologie du côté du Jura et qui à l'arrivée d'une éolienne et de celui qui l'installe va déconstruire sa vie pour mieux la reconstruire. C'est un film qui parlera certainement à tout le monde qui souhaite se remettre en question. Mon cher Yves. Le nouvel album de Gérard Manset, comme tous les ans. Un classique. Bigot Manset. Un classique. À bord du Blossom, avec une pochette absolument magnifique, et qui est un album concept qui rend hommage et qui salue les grands navigateurs du 19e siècle. C'est du Manset pur jus, avec toutefois un tube, ce qui ne lui est pas arrivé depuis assez longtemps, un morceau qui s'appelle On nous ment, et que vous avez pu entendre, et que vous entendez encore sur les radios françaises depuis cet été. C'est très bien. Je vois une sorte de 3 mâts, c'est ça? Oui. Vous avez de très bonnes lunettes, Guillaume. Merci. Laura. Moi, c'est une petite dédicace à Sylvestre, puisqu'il a dit qu'il animait une émission réservée aux moins de 35 ans. Donc moi, je lui ai déduit une application, c'est celle du journal Ouest France. Ça s'appelle Dis-moi tout, c'est réservé aux enfants. Ça décrypte l'actualité tous les jours à 17h. Vous recevez une newsletter avec 5 actualités, dont des actualités culturelles pour vos enfants, pour que les initier de la meilleure manière qui soit. Je ferai valider ça par Sylvestre après, bien sûr. Voilà, alors moi j'ai trouvé, puisqu'on parlait de Maria Schneider et du livre de sa cousine, 2 livres qui abordent, j'allais dire, à peu près le même problème, qui est le problème justement des gens publics ou des gens qui font des carrières d'acteurs, et celui de la célébrité et celui de la décrépitude. Vous avez là par exemple Les Nuits d'Ava, qui est un roman de Thierry Roger aux éditions Actes Sud, qui raconte l'histoire d'Ava Gardner, qui tourne justement, donc superstar américaine, qui tourne en Italie à la fin des années 50 et qui s'emmerde sur ce tournage. Et elle s'ennuie à Rome et en même temps, elle est en train d'inventer avant Fellini la Dolce Vita. Alors il y a des phrases absolument ahurissantes. On lui dit par exemple, un journaliste qui la croise, « Qu'est-ce que vous faites ce soir ?» Elle dit en gros, pardonnez-moi, nous sommes sur TV5 Monde, « Je vais boire, baiser et je ne sais pas quoi l'autre. » Une sorte de... Manger à Rome. Hein, comment? À Rome, manger. C'est juste un conseil que je donne. Ce que je voulais dire, c'est que c'est intéressant de voir comment elle a, d'une certaine manière, dominé cette forme de décrépitude qui s'annonce souvent chez les actrices. Et j'en tirerai la conclusion avec un problème avec la beauté qui est justement le livre de Jean-Marc Parisi sur Alain Delon qui vient de sortir. Vous savez que Delon vient de donner un grand entretien au journal Le Monde où il explique qu'il est un accident parce qu'en revenant d'Indochine, donc il n'avait pas du tout l'intention d'être comédien, mais plutôt il entamait une carrière de souteneur, car il y a 7 ou 8 filles qui sont spontanément proposées pour, au fond, faire le tapin pour lui. Il dit, au fond, ma carrière a démarré comme ça, j'ai refusé cette affaire-là, et tout est une question d'accident. Et pourquoi le titre concernant ces 3 livres, un problème avec la beauté? Parce que visiblement, qu'il s'agisse d'Ava Gardner, d'Alain Delon ou de Maria Schneider, eh bien, ce qu'ils ont en commun, c'est que leur beauté fut un obstacle ou est un obstacle à leur bonheur. Voilà, donc 300 millions de critiques. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Et surtout, ne vous zappez pas, restez sur TV5 Monde. Une lampe à la main cherche son chemin. L'avez-vous vu? Une lampe à la main cherche son chemin. L'avez-vous vu? L'avez-vous vu? On nous ment toujours, on nous ment toujours, on nous ment. Dans des manteaux blonds, dans des manteaux de velours. On nous ment, on nous ment, on nous ment. Alors elle passe son temps à lire des BD. 3 heures du matin, la télé allumée, et le voisin du dessus, le voisin du